Salut tout le monde, Bruno. On est rendu vendredi, semaine avance extrêmement rapidement. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est produit cette semaine. On a eu quand même énormément de mouvements sur les marchés. Lundi, ça a été la catastrophe. Puis, depuis, on pourrait pas dire, c'est pas extraordinaire, mais il y a eu quand même des reprises. Puis là, au moment où on se parle, le marché est plutôt neutre. Si on regarde le heat map ensemble, on va voir que c'est pas la fin du monde. Et puis, si on fait une observation aussi des principaux indices mondiaux, en partant du Dow jusqu'au DAX, on va regarder tout à l'heure sur Investing ensemble, c'est plutôt positif aujourd'hui. On a eu aussi une chute assez marquée du VIX, qui est l'indice de la peur, mais aussi d'abord et avant tout, c'est l'indice des volatilités. Donc là, il y a une grosse diminution. C'est moins rock and roll. Et puis, on va voir la semaine prochaine un peu ce qui se passe. Il y a des gens actuellement qui disent que le mouvement de panique qui a eu cours lundi reflète pas la réalité. Il y en a d'autres qui disent que c'est le premier mouvement qui éventuellement va être suivi de d'autres catastrophes du même genre. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Je crois un petit peu plus peut-être au scénario catastrophe, mais quand on n'a pas de réponse, on s'abstient. Ce qui est important, c'est surtout de faire nos vérifications, parce qu'à un moment donné, sauter aux conclusions, ça nous amène ça un petit peu préorganise notre vision des choses, notre pensée, puis éventuellement, on se trompe souvent. Quand on procède comme ça, c'est rarement de bon augure. Donc, on va regarder un petit peu les marchés ensemble. Donc, ce que vous voyez ici, c'est sur Investing, il y a la possibilité de voir les indices mondiaux. Donc là, on ne regarde pas tous les indices. On pourrait les regarder à l'individuel. On pourrait regarder, par exemple, l'indice des futures américaines, européennes, Pacifique, asiatique, Middle East, puis l'africaine. Nous, on va se contenter un petit peu de regarder le topo des indices pour nous faire une idée générale. Donc, vous voyez que il y a eu dans les principaux indices, il y a une petite augmentation. Le small cap 2000, lui, il y a une petite rétraction, c'est pas important, 0,46%. Le S&P 500 VIX, lui, il y a une diminution. Donc, ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que l'indice de la peur est en régression. Et puis, les volatilités aussi ont régressé sur les marchés, c'est normal. Plus on se rapproche d'une situation qui est plus ou moins normale, plus le VIX, finalement, se rabat sur lui-même, va s'effoirer. Sinon, pour le TSX, vous voyez une petite montée, 0,20, il n'y a rien de c'est pas extraordinaire. Et puis le Bovespa, qui est celle du Brésil, aussi un petit gain, ainsi de suite. On peut redescendre au DAX comme ça. Donc, regarder ces indices, ça nous permet évidemment de se faire une idée rapide sur l'ensemble des marchés. Le Dow, bien évidemment, quand vous regardez le Dow, ça représente plusieurs compagnies qui sont sur le NYSE. Quand vous regardez le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises, toutes bourses confondues, NYSE et Nasdaq aux États-Unis, ça représente plus ou moins aussi 80%, 85% là, des revenus générés aux États-Unis. Et puis les autres bourses, font un petit peu le même rôle. Les autres indices, excusez-moi. Et puis les indices, il y a différentes façons de les calculer. D'ordinaire, on a des indices où les compagnies les plus importantes sur l'indice qui ont été sélectionnées pour faire le calcul stochastique, dépendamment du poids de ces compagnies-là, par leur market cap, vont avoir plus d'importance dans le calcul global qui va nous donner une réponse au final. Et il y a d'autres indices aussi où on va prendre toutes les compagnies, on va les mettre sur un pied d'égalité, et puis c'est vraiment le topo général qui va nous permettre, avec lesquels on va pouvoir se faire une idée. Donc, les indices, là, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Puis, je vous invite évidemment, dans votre travail, avant d'amorcer la trade, c'est toute cette approche-là que vous devriez intégrer pour être le plus efficace possible.
On va regarder vite fait ensemble le VIX, qui est un indice qui est très, très, très important. On est en daily ici. Vous pouvez voir qu'en daily, dans les derniers mois, on a travaillé beaucoup dans cette zone-là. Puis on pourrait, avant l'espèce d'événement récent, là, on était peut-être encore plus concentré. On oscillait en fait entre 34 et puis 9. Puis on a été beaucoup en dessous ici, là. En dessous de 20. Et vous savez, si vous vous souvenez de ce qu'on a déjà dit sur le VIX, qu'être en bas de 20 sur le VIX, ça implique que le niveau de confiance est très, très, très élevé. Et puis, évidemment, bien, la volatilité aussi est un petit peu moins grande, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader et que ce n'est pas intéressant. Dans les derniers jours, évidemment, on est monté au plafond. Puis là, bien, vous voyez la chandelle ici, là. C'est une espèce de marteau avec une wick qui fait à peu près 22 fois. Vous regardez le quart de la chandelle actuellement, là. J'exagère en disant 22 fois, mais vous comprenez que le quart de la chandelle rentre à plusieurs reprises dans la wick ici. Il y a une grosse rétraction. Là, je vous disais qu'on est en daily, je m'excuse, on est en weekly, on va se mettre en daily pour le fun. Et vous voyez que dans les derniers jours, bien, il y a eu une accalmie. Puis c'est normal. Souvent, quand il y a une espèce de coup de semonce, comme ça fut le cas, et vendredi et lundi, surtout lundi, bien évidemment, après ça, souvent, il y a une accalmie. Est-ce que cette accalmie-là est là pour rester? Est-ce que le marché va se restructurer complètement? Bien, il faut observer. Puis c'est là que la tenue d'un livre de bord prend tout son sens. Pour être capable de bien filtrer l'information, bien analyser ce qui se passe, puis aussi d'essayer de générer là, différents scénarios qui vont nous mettre un petit peu, qui vont nous préparer à mieux absorber les prochains mouvements du marché. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé. On va aller maintenant sur le heatmap. Excusez-moi. On va regarder le heatmap. Vous voyez que c'est rien de spectaculaire. Il y a beaucoup de gris là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de vert pâle ou vert fluo. On a des verts gazon, là. Et puis, le marché, globalement, est plus neutre que positif. Même si on a un léger, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est le S&P 500, c'est légèrement positif, mais c'est par la peau des fesses. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Ça serait intéressant de voir ce qui va se passer, comme je vous dis, dans les prochains jours. Quand vous faites des observations aussi sur vos heatmaps, tout ça, essayez tout le temps d'observer les performances sur différents time frames. Donc là, on fait une observation en daily. Ça pourrait être intéressant aussi, à un moment donné, de regarder ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, dans les dernières semaines aussi, le marché a été beaucoup plus plombé, vous le voyez. Et puis, si on regarde aussi dans les derniers mois, il y a eu aussi des corrections. Vous voyez qu'Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Alouette ont eu de la difficulté. C'est quand même Apple une perte dans le dernier mois de 5,83 %. Nvidia, très important, 21,50 %. Et on avait parlé d'NVIDIA ensemble. On va y retourner d'ailleurs, parce qu'on avait annoncé la possibilité qu'NVIDIA corrige. Mais il s'est rajouté des choses récemment. Vous voyez, on a l'ancien dessin où on disait qu'on viendrait jouer sur notre fameuse ligne ici, qui est une espèce de résistance ici, ça pourrait jouer le rôle de support ici. On l'a même débordé, on en avait parlé dans notre dernière vidéo, la dernière fois qu'on a parlé d'NVIDIA. On avait prédit qu'on viendrait probablement fermer le gap ici, c'est fait. On a fait une espèce de petit rebound ici. Mais ce qui est important, quand on a commencé à parler en passant d'NVIDIA, on était sur le M ici, puis on avait anticipé la cassure. Si vous revenez sur nos anciennes vidéos, vous allez voir qu'on avait annoncé tout ça et on avait prédit pas mal avec précision où on allait atterrir. Sauf que là, il y a un élément nouveau qui s'est rajouté, un élément fondamental, c'est qu'il y a quelques jours, Warren Buffett de son petit nom, a vendu énormément de Tesla, énormément de Apple et de Nvidia pour différentes raisons. Donc, est-ce que M. Buffett a vendu parce qu'il commençait à craindre les conditions de marché? Peut-être que oui, peut-être que non. Chose certaine, c'est qu'en convertissant comme ça, il s'est mis de l'argent dans les poches, il est devenu liquide plutôt que
détenteurs d'actions. Et là, ce que vous voyez, c'est que cette espèce de lag-là s'est amplifié du fait qu'il y a eu des ventes d'un gros joueur comme ça. Quand Buffett se retire partiellement ou de façon systématique d'un marché, d'un titre, bien évidemment que c'est pas de nature à aider le titre là, à se rebâtir dès demain matin. Mais ce qu'on a dit sur NVIDIA tient quand même, c'est qu'on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à la compagnie. Elle a des fondamentaux qui sont solides par rapport à ses objectifs, par rapport au domaine dans lequel elle travaille. Ce qu'elle présente comme produit versus la concurrence, l'émergence aussi de l'intelligence artificielle est là pour demeurer, même si actuellement, par rapport à l'intelligence artificielle, le hype tel qu'on l'a connu est peut-être tire sur sa fin. C'est pas une impossibilité. Donc, vous voyez ici qu'on avait fait une bonne lecture. Puis là, la grande question ici, c'est qu'est-ce qui va se passer? On est à ce niveau-là présentement. On est venu fermer notre gap. OK? Et puis là, il n'y a pas de certitude qu'on remonte à 100%. OK? On peut toujours qu'on redescende. Mais c'est certain que là, on va pouvoir travailler avec des balises. Si on met notre ligne ici qui représente la résistance, là, qui est notre support présentement, bien, on pourrait voir de quelle façon on va travailler à ce niveau-là. Et puis, c'est fort probable que le marché remonte. Il y a plus de chances qu'il remonte qu'il redescende, mais on pourrait être aussi dans une correction qui va se poursuivre. Donc, à quel moment, moi, cette trade-là, je me sentirais à l'aise de la prendre? Ça dépend toujours du time frame qu'on choisit pour trader. On va essayer de faire ça ensemble. Exposons là, on est en daily. En daily, on voit qu'on travaille à l'intérieur d'une chandelle de référence. Ce que j'entends par chandelle de référence, c'est que dans les derniers jours, on a travaillé, vous voyez la grande chandelle rouge ici, là. La chandelle actuelle, qui est une espèce de doji, est subsumée à cette chandelle-là. C'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé à l'extérieur de cette chandelle-là. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que dépasser le haut de la chandelle rouge ici, ça pourrait être un moment clé pour prendre position. Je dis bien ça pourrait parce qu'il faut d'autres valeurs pour bâtir finalement notre stratégie et briser le bas de cette chandelle-là, ça pourrait aussi être très important. N'oubliez pas qu'on est en daily en ce moment, puis que les trades qu'on va faire, on va les faire sur des time frames qui sont beaucoup plus serrés, plus petits. On va se servir de ces paramètres-là, mais on pourrait peut-être même trader à l'intérieur de cette grande marge-là qui est constituée par notre chandelle de référence. Donc, on va aller pour le fun en demi-heure. En demi-heure, on voit bien qu'on a travaillé quand même dans une espèce de range. On le voit bien, c'est bien défini par les lignes qu'on a mises. Actuellement, là où on se situe, par rapport à la demi-heure, on est sur notre point of control. Donc, c'est l'endroit 22 là, excusez-moi, 105 $. On est vraiment sur l'endroit où il y a le plus de transactions en 30 minutes dernièrement. Donc, on pourrait dire que tout ce niveau-là ici, okay, qui est entre nos deux lignes, là, que ça représente un consensus de prix entre les vendeurs et les acheteurs. Et là, il y a comme du litige. Donc, comme on travaille en range, on pourrait penser bâtir une stratégie en range, ou on peut aussi faire des observations un peu plus poussées, puis prendre en considération qu'actuellement, on a descendu, on est remonté, on a redescendu, mais là, on est descendu beaucoup moins bas. On semble travailler en range au niveau de notre point of control en demi-heure. Donc, le petit rectangle que je vous dessine ici, ça peut devenir d'une certaine façon mes nouveaux paramètres pour éventuellement prendre position. Est-ce que c'est une façon de travailler qui c'est la seule? Pas du tout. Il y a d'autres façons de travailler. Mais si on veut être carré, se simplifier la vie, et puis prendre des positions avec un gros taux de réussite, parce qu'on travaille dans le fond avec le basic ici,
bien, si on considère que ce niveau-là ici, c'est un niveau de référence pour nous, pour prendre une position haussière ou baissière, bien, la cassure haussière ici, je pourrais me positionner. Advenant que j'ai des signaux avec mon ADX, ma RSI, mon Bollinger Band, Trend, excusez-moi, mon volume delta, ma cassure elle-même, je pourrais peut-être prendre position. C'est à vous éventuellement d'utiliser les outils, les indicateurs qui vont vous convenir, puis d'en faire une lecture qui est adéquate. Puis comment qu'on fait ça? Bien, c'est en faisant du backtesting, en prenant des positions, puis en voyant finalement dans quelle mesure vos outils vous donnent des bonnes réponses. Si vos outils, 50% du temps, vous donnent pas les réponses escomptées, par rapport au timing avec lequel vous travaillez et tout, c'est tout simplement qu'il va falloir que vous reparamétriez votre approche et les outils que vous utilisez, les tweaker, les réajuster ou tout simplement les changer. Moi, j'aime beaucoup quand je fais du travail, regarder d'abord la structure des marchés. Par la suite, j'aime beaucoup travailler avec mes volumes, mes volatilités, et d'autres critères similaires. Il y a des outils qui vont vous donner la balance entre les vendeurs et les acheteurs quand il y a une rupture à ce niveau-là. Il y a des outils comme la RSI qui ont été développés par M. Wilder. C'est des outils qui sont supposés vous donner une lecture sur le momentum. Moi, de la façon que je les utilise, j'essaie de définir le sentiment du marché avec cet outil-là. Le VIX aussi m'aide à me faire une idée à ce niveau-là. Puis tout mon travail en amont, je me trompe tout le temps entre l'amont et l'aval, peu importe, mais au départ, quand je fais mon analyse initiale, j'essaie aussi de voir les fondamentaux et tout. Donc pour Nvidia, actuellement, mon bias est plus haussier que baissier. Déjà aussi, si on regarde l'information là, structurelle, il y a ici définitivement une progression. On semble avoir stabilisé à ce niveau-là. Et puis, la table est probablement mise pour une remontée. Maintenant, il faut faire attention parce que à chaque fois qu'on regarde le marché de façon apodictique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nuance dans nos propos, bien, on se fait prendre. Très, très souvent, c'est le cas. Donc, ici, ça pourrait laguer avant de remonter. Donc, c'est pas parce qu'on a stoppé ici plus haut qu'on l'était auparavant que nécessairement on va passer d'ici à ici. Il n'y a pas de certitude. Quand, comme trader, vous avez cette flexibilité-là pour faire la lecture des choses correctement, vous vous aidez énormément. Par contre, si vous brisez ici ce niveau-là, il se pourrait fort bien que de ce niveau-là, vous puissiez atteindre ce niveau-là. On est toujours mieux de faire des petites trades que des longues trades parce qu'à court terme, on est capable d'avoir une idée plus claire des choses. Une fois qu'on a touché à ce niveau-là, advenant une cassure haussière, on peut se désengager parce que c'est pas dit quand on va toucher ce niveau-là qu'on va le déborder. Donc, il faut toujours faire des resets puis essayer de s'ajuster au mieux. C'est ce que je voulais voir un petit peu avec vous. On ne regardera pas nécessairement aujourd'hui d'autres marchés. Je vous souhaite un bon week-end. Comme d'habitude, s'il y a des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, communiquez avec moi. Écrivez-nous des commentaires. La semaine prochaine, on va essayer de faire des brossages qui sont plus importants. On va regarder plus de titres au niveau des actions. On va regarder aussi beaucoup le Forex. Puis, on va essayer tranquillement, pas vite, de changer les outils avec lesquels on travaille pour faire des observations qui vont peut-être nous donner plus de perspectives. Pas nécessairement plus, mais en tout cas, en changeant notre fusil d'épaule, en travaillant autrement avec des nouveaux outils, bien, on va pouvoir peut-être comparer entre les outils traditionnels qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, notre Volume Profile, notre ADX, notre RSI, ainsi de suite, ainsi de suite. Évidemment, il y a des choses qu'on va traîner avec nous. La semaine prochaine, j'aimerais travailler un petit peu avec le Kumo. J'aimerais travailler qui est le nuage de l'Ichimoku Kinko-Oi. J'aimerais travailler aussi avec les Bollinger Bands un petit peu. Puis, à court terme aussi, on va commencer à intégrer peut-être certains points d'analyse que moi j'utilise qui ont rapport aux vagues d'Elliott. Tous ces outils-là, il n'y en a aucun qui vous donne des réponses dans l'absolu. C'est tout simplement des balises pour aider votre analyse. Puis,
faciliter la prise de décision. C'est essentiellement ça. Donc, bon week-end, en espérant qu'on ait du soleil. Merci beaucoup d'être là, puis on se reparle sous peu. Bye-bye. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up, parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.